Bonjour Hugo. Bonjour Victor. Bon, je sais que tu suis la chaîne depuis un moment et donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente. C'est toi qui vas répondre aux questions, ça te va? Très bien, avec grand plaisir. Bon, pour donner un petit peu de contexte, on se connaît depuis quelques années et quand on s'est rencontrés, tu avais quelques petits problèmes de poids, je crois. Bon, on a rapidement parlé de santé et lifestyle et je t'ai un peu raconté ce que je faisais avec Sequoia. Et puis la suite, c'est toi qui vas nous le raconter. Bon, par ailleurs, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne si les thématiques de la santé, de la longévité, du bien-être vous intéressent. Chez Sequoia Santé, on essaie de vous donner toutes les clés pour atteindre vos objectifs. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter un peu et nous raconter ton parcours jusqu'à l'époque où on s'est rencontrés? Donc je m'appelle Hugo Lemal, j'ai 34 ans, je suis médecin en médecine nucléaire. J'ai fait mes études de médecine à Créteil, Paris 11 il me semble. Et à partir de la 6e année, je suis parti faire mon internat à Tours, où j'ai commencé à la spécialité de médecine nucléaire et d'imagerie. Et avant de commencer cette carrière de médecin, j'avais un passé, un historique un peu de sportif de bon niveau, où j'ai fait de la compétition de mes 6 ans à mes 18-19 ans jusqu'à l'obtention du bac. Bon, et du coup, comment t'en es arrivé à avoir des problèmes de poids? Alors problème de poids, c'est un grand mot. Donc j'ai ce passif de sportif de mes 6 ans à mes 18-19 ans, où là j'avais un poids de forme qui était à peu près à 65-66 kg pour 1m79 à la fin de ma croissance. J'ai arrêté le sport de compétition à mes 19 ans quand j'ai commencé les études de médecine, mais j'ai continué à faire un peu de sport, mais sans compétition, jusqu'en 6e année. Donc la 6e année, c'est une année cruciale en études de médecine, que c'est là où on passe à la fin de cette année le concours national classant, et c'est ce concours qui va déterminer la ville et la spécialité que l'on va exercer pour les 30 ans qui vont suivre. Donc je me suis un peu blessé au mois de novembre de cette 6e année, et donc là j'ai complètement arrêté le sport, et en plus j'avais un peu de retard sur les concours blancs pour le concours qui était en juin, donc je me suis un petit peu enfermé, et de novembre jusqu'au mois de mai à juin, j'ai pris 10 kilos sans m'en rendre compte. Si bien que après le concours, je vais chez mon coiffeur qui me dit bah donc t'as pas un petit peu grossi? Je fais non non non. Il fait si t'as pris un peu des joues. Et en me pesant, alors que ça faisait 6 mois que je ne m'étais pas pesé, bah, je vois que je passe de 68 kilos à 78 kilos. Donc j'avais pris 10 kilos en 6 mois, et pour ce passif de sportif, c'était la première fois, et donc ça m'avait un petit peu choqué. Et à partir de ce moment-là, donc là c'est la 6e année, j'ai jamais réussi à perdre ces 10 kilos de trop. Et non seulement j'ai pas réussi à perdre ces 10 kilos de trop, mais je vais continuer un petit peu à prendre un petit peu de poids, 500 grammes par an, jusqu'à la 10e année, qui est notre dernière année d'études. Ouais, du coup, est-ce que tu avais essayé de mincir et avec quel résultat? Alors pas vraiment essayé, j'ai fait un peu de restrictions alimentaires, mais de toute façon ça ne pouvait pas marcher, parce que j'étais un gros mangeur, notamment au petit-déj, où j'avais l'habitude de me faire des lasagnes ou des pizzas, donc forcément ça ne pouvait pas fonctionner. Donc un petit peu de restrictions alimentaires, il y a juste un moment où je reprends un peu le triathlon en club, là c'est en 2018, donc en 10e année, où il y a mon coach qui me dit Hugo, pour perdre du poids, il faut arrêter pain, fromage, alcool. Je lui dis coach, alcool, ce sera pas possible. Mais du coup, je vais quand même arrêter strict tout ce qui est pain et fromage, et je vais quand même diminuer un petit peu. Je vais retomber à 75, je me rappelle, kilos. Et après, bah, je suis reparti en remplacement. Donc j'ai arrêté le triathlon et je suis reparti direct à 80 kilos. Bon, c'est vrai que ça me rappelle un petit peu mon histoire, tout ça. Quand j'ai commencé à te parler de la méthode, entre guillemets, Sequoia Santé, qu'est-ce que tu en as pensé en tant que médecin et vu ce qu'on apprend sur la nutrition pendant les études de médecine? Eh bien, ça a été un vrai changement de paradigme, parce que moi, j'avais toujours entendu qu'il fallait manger comme un roi au petit déjeuner, manger comme un prince le midi et manger comme un pauvre le soir, les 3 repas par jour, une alimentation qui était quand même majoritairement composée de glucides. Donc c'est vrai que quand tu m'as parlé de cette technique Sequoia Santé, de ce régime low carb basé sur la consommation de viande, ben, c'était un complet changement de paradigme. Mais comme je te trouvais sensé sur plein de sujets, et que ce que j'avais essayé auparavant ne fonctionnait pas, ben, je me suis dit bah, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Dans les concepts comme le jeûne intermittent, le jeûne prolongé, tout ce qui est low carb, voire cétogène, l'importance du côté carnivore ou carniflex, l'activité physique et les entraînements en HIIT,
Donc c'est le High Intensity Interval Training. Qu'est-ce que tu as essayé en premier? Tout en même temps, mon général. Non, alors avant de te rencontrer en 2019, je sortais d'un an de remplacement. Et quand on fait du remplacement en médecine, on va remplacer dans des cabinets des médecins libéraux. L'activité est normalement très importante, donc j'avais déjà commencé à sauter le repas du midi, mais c'était uniquement pour des raisons professionnelles. Donc ce que j'ai commencé après avoir entendu parler de la technique Sequoia, c'est tout de suite le jeûne de 24 heures. Et après, j'ai très vite introduit l'alimentation Carniflex, avec beaucoup de côtes de bœuf et légumes le soir pour mon seul repas de la journée. Et après tout ça, ça fait un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que j'ai commencé à perdre un petit peu de poids. Et en ayant un peu perdu de poids, cela m'a permis de me remettre un petit peu au sport. Assez rapidement, j'en suis venu à faire du jeûne intermittent de 24 heures, une alimentation Carniflex et de la reprise sportive, notamment de l'athlétisme. Le sport en HIIT, j'ai un petit peu essayé pendant un an, mais comme j'avais repris de façon assez intense l'athlétisme, c'était pas trop compatible de rajouter des séances de HIIT, donc j'ai arrêté au bout d'un an les séances de HIIT. Qu'est-ce qui a été le plus efficace dans ton cas, ou en tout cas, voilà, quel changement de paradigme tu as trouvé qui a eu le plus d'impact? Alors, ce qui a été le plus efficace, on y reviendra peut-être après, ça n'a pas non plus été fulgurant, mais ça a été le jeûne intermittent et l'arrêt des carbs, couplé à l'activité. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que quand je continuais une activité soutenue et que je réintroduisais des carbs, je pouvais reprendre un petit peu de poids. À l'inverse, si j'arrête un petit peu l'activité sportive et que je maintiens ce régime low carb basé sur la consommation de viande et en jeûne intermittent, mon poids se stabilise ou je continue à perdre du poids. Donc en tout cas, personnellement, ce dont je me suis aperçu, c'est que l'activité sportive ne sert pas forcément à perdre du poids. Elle a plein d'autres bienfaits, mais pas forcément celle de perdre du poids. Et pour perdre du poids, c'est vraiment sur le régime sur lequel il faut agir. Bon, les carbs, comme dit Hugo, c'est les glucides, hein. Et alors, dans cette méthode, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place ou qui te convient pas spécialement? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense qu'il y a un régime de base qu'on pourrait dire anthropomorphique, c'est-à-dire pour lequel l'homme, Homo sapiens, a évolué pendant des milliers d'années, pendant des millions d'années. Et après, je pense quand même qu'il y a des régimes à adapter un petit peu selon les personnes, selon les personnalités. On connaît tous des amis ou des copines qui, même à 35 ans, peuvent manger McDo tous les jours et pas prendre un pet de gras. Ou alors, à l'inverse, d'autres amis qui, parce qu'ils vont manger un tout petit peu de féculents le soir, vont vraiment devenir obèses ou être en surpoids. Et moi, je pense que ce régime qui était basé carniflex et sur le jeûne intermittent, c'était vraiment le régime qui me convenait parfaitement. Aucun mal à l'implémenter, aucun mal à faire le jeûne de 24 heures. Je suis avec mes petites tisanes, un peu le café le matin qui a une qualité de coupe-faim et j'ai eu tout de suite aucun mal à faire ce régime. Aucun problème sur le jeûne prolongé, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que je pense que c'était vraiment moi le régime qui m'était adapté. J'ai pas faim pendant la journée. Pendant la journée, nous, on a une spécialité qui est basée sur l'imagerie. Donc, ça veut dire qu'on est focus sur notre écran des fois 10-12 heures d'affilée. Et je sens bien que en étant à jeun, peut-être avec les cétones, les acides cétoniques, bon, j'avais regardé quelques articles où ils sont reconnus comme ayant des qualités un peu d'augmentation de la concentration, un peu comme la caféine, mais sans l'excitation. Et donc, non seulement j'avais aucun mal à le faire, mais je trouve qu'il m'apporte du bienfait tout au long de la journée, de la concentration. Je suis focus sur mes examens. Et avec ma petite gourde de tisane à côté toute la journée, je ressens même pas l'impression de faim.
FAIM. Oui, c'est vrai qu'on peut te voir en général en journée avec ton piste mémé toujours à portée. Bon, et au final, quels ont été tes résultats il y a combien de temps? Alors les résultats, ils n'ont pas été fulgurants, ça a été progressif. Donc quand je commence la technique Sequoia, on est fin 2019. Et à cette époque-là, je commence la technique Sequoia, le régime Sequoia. Je suis à 81-82 kg. Je vais arriver relativement rapidement à 77 kg. Là, je vais avoir un plateau où je vais stagner, je me rappelle, pendant quelques mois à 77, 3, 4, 5 mois. Et d'un coup, je vais redescendre à 73 kg, sans modifier quoi que ce soit au niveau du régime. C'était toujours le même depuis fin 2019. Et là, pareil, de nouveau, je vais restagner à 73, 74 kg pendant quelques mois. Et puis, je vais redescendre à 70, 71 kg courant 2020, fin 2021, demi-2022. Mais en sachant que là, j'avais repris une activité sportive assez intense parce que j'étais à 5 entraînements à peu près de l'athlétisme par semaine en plus de mon régime et de mon régime Sequoia. Alors, ce que décrit Hugo, les phases de plateau, c'est fréquent, hein, ça arrive quasiment chez tout le monde. Et en général, il y a deux manières de les casser, ces phases de plateau. Il y a comme a fait Hugo en introduisant des entraînements sportifs assez intenses, en tout cas en changeant la manière de s'entraîner. Ça, c'est la première manière. Et puis la deuxième manière, c'est en instaurant des phases de jeûne prolongées, donc 48-72 heures. Et là, c'est vrai que des fois, quand on bloque sur un palier, en fait, une phase de jeûne de 72 heures, on va complètement arriver à casser ce palier qui, des fois, peut paraître difficile à casser. Et du coup, repasser un palier de 3-4 kilos en dessous qu'on va pouvoir garder ensuite. Bon, depuis quelque temps, tu t'es mis à faire du cyclisme en club. Et dans ta recherche de performance, tu as un petit peu dévié de la méthode Sequoia. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu par quoi tu es passé? Donc j'ai arrêté l'athlétisme vers mars-avril 2022 dans les suites d'un conflit de hanche. Donc un conflit de hanche, c'est parce qu'on a une petite tubérosité à la jonction entre le col et la tête du fémur et qui vient à chaque foulée taper contre le versant antérieur du cotyle. Donc quand on court un petit peu, ça allait, mais là avec les 4-5 entraînements par semaine, du coup ça fait une petite contropathie unifocale. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers le cyclisme. Et il faut savoir que les durées d'entraînement entre le vélo et entre l'athlétisme, elles sont complètement différentes. Même si je faisais de l'athlétisme du demi-fond, j'avais des entraînements qui duraient environ de 45 minutes à 1 heure. Là, les entraînements cyclistes, c'est pas rare qu'on parte pour 2h30, 3 heures, voire même un petit peu plus. Et je me suis rendu compte quand même que, parce que j'ai testé les entraînements à jeun, même des fois à jeun de 24 heures, et je me suis rendu compte qu'au bout de 1h30, 1h45, il y avait vraiment un petit coup de fringale qui commençait à apparaître. Vraiment un petit coup de moins bien, fermeture du rideau. J'ai commencé à réintroduire la consommation de glucides dans mon alimentation, tant hors entraînement que durant l'entraînement, où on ingère des glucides par le biais de gel ou en mettant des solutions poudreuses dans le liquide qu'on a dans les bidons. Et a posteriori, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir réintroduit les glucides pour tes entraînements? Je n'en suis pas parfaitement satisfait. C'est vrai que j'ai repris un petit peu de poids, j'ai repris 2-3 kilos, alors que ma charge d'entraînement horaire, elle est plus importante que quand je m'entraînais en athlétisme. Je sais que c'est pas du bon poids que j'ai repris, hein, c'est pas de la masse musculaire, je me rends bien compte, c'est du gras au niveau du bide. Et faut savoir que le cyclisme, c'est un sport qui est uniquement basé sur le rapport poids-puissance. Donc si on garde la même puissance et qu'on augmente un petit peu son poids, du coup on dégrade un petit peu sa performance. Donc ça va dans un département ou dans une région comme le Cher où c'est relativement plat. Mais sinon, dès que ça monte, c'est un petit peu la catastrophe. Donc je n'en suis pas satisfait. Je tâtonne un petit peu à ce niveau-là et je pense que je vais remodifier mon régime dans les semaines, les mois qui vont venir. Les auteurs Volek et Finet défendent que les sportifs, même de haut niveau, les compétiteurs, peuvent avoir des performances aussi bonnes, voire même meilleures, avec un régime cétogène qu'avec un régime riche en glucides. Et ça avec des études à l'appui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors je pense que déjà il faut distinguer le sport de haut niveau et le sport de monsieur et madame tout le monde.
le sport de monsieur et madame tout le monde, j'inclus même le sportif qui va s'entraîner, qui va aller courir 4-5 fois par semaine. Ça, je pense que d'ailleurs, c'est le rythme que tout Homo sapiens devrait s'astreindre. Euh, pour le sportif, entre guillemets, du dimanche, le sportif pas de haut niveau, pas professionnel, je pense que c'est parfaitement vrai et que c'est parfaitement possible. Maintenant, pour les sportifs de haut niveau, quand on prend les 1000 ou les 10 000 meilleurs cyclistes au monde, quand on prend les 1000 ou les 10 000 meilleurs marathoniens ou demi-fondeurs du monde, ils ont tous un régime qui est uniquement basé sur les glucides. Et c'est des consommations mais massives de glucides. Donc je veux bien voir les études parce que je ne les connais pas. Mais je voudrais aussi savoir un peu où les athlètes qui sont le fruit de ces études, où ils se classent dans les classements mondiaux de disciplines comme le cyclisme ou l'athlétisme ou l'Ironman, parce que je crois que Boris m'avait parlé de sportifs qui faisaient l'Ironman dans cette étude. Juste pour préciser, parce que quand Hugo parlait de 5 séances de sport par semaine pour tout bon Homo sapiens, bon, il parlait de course à pied, mais en fait ça peut être de la course à pied ou autre chose, hein. C'est le fait d'avoir une activité physique sportive quotidienne qui est important. C'est pas forcément courir, ça peut être faire un autre sport. Tu confirmes? Ouais, on peut faire des pompes, même du sport de chambre, ça compte. Alors, Volek et Finet, ils avaient montré dans leurs études, alors ça concernait différents types de sports, donc du sport de force, du sport d'endurance, et ils avaient montré que effectivement les sportifs en régime cétogène avaient d'aussi bonnes performances, alors sur du haut niveau, hein, sur la compétition niveau national, international, avaient des aussi bonnes performances que les athlètes qui étaient en régime glucidique. Alors évidemment, c'est une pratique qui est peu répandue, donc ça concerne assez peu de sportifs, parce que c'est pas du tout le paradigme actuel. Mais la limite de ça, c'est qu'il fallait que les sportifs soient bien céto-adaptés. Et cette céto-adaptation, des fois, elle prend 3 mois de régime cétogène assez strict et d'entraînement en cétogénèse pour que le corps en fait accepte les cétones et que les performances énergétiques soient équivalentes à celles du régime glucidique. Toi, tu me disais que tu avais rencontré un autre problème, c'est que tu avais du mal à manger assez de lipides. Tu m'avais aussi parlé d'un effet boost psychologique des glucides. Donc c'est vrai que pendant un entraînement difficile, à un moment, moralement, ça devient compliqué de continuer, le corps n'a plus envie. Et c'est vrai que l'ingestion de glucides, à ce moment-là, via un gel, ça va rebooster la motivation et ça va redonner, en tout cas, des forces psychologiques pour se remettre dans l'effort. Mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu pirater l'organisme ou du biohacking, comme on dit? Est-ce que c'est du dopage chimique? Alors que cette pratique soit délétère, d'ingurgiter comme ils le font au Tour de France de midi à 18h, 30 grammes, 60 grammes de glucides toutes les 20 à 30 minutes, ça j'en doute pas une seule minute. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau où le sport de niveau, eh ben, il n'a pas que des bienfaits sur l'organisme. Alors après, je ne sais pas si l'effet il est uniquement psychologique. C'est-à-dire que quand tu pars à jeun faire du vélo, et ça je continue régulièrement à le faire, tu prends quand même au bout d'1h40, 2 heures, tu te prends un énorme mur où tu as un voile devant les yeux, où tu peux plus avancer. Et ça, c'est pas que psychologique, c'est-à-dire que vraiment, t'en peux plus. C'est ce qu'on appelle la fringale dans le cyclisme. Donc je pense que tu es obligé de reprendre du carburant énergétique, quel qu'il soit. Donc après, il serait intéressant de savoir si on reprenait un petit peu de carburant sous forme de cétone. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si ça se fait. Est-ce qu'il y aurait le même effet? Mais en tout cas, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, tu es obligé de reprendre du gel en cyclisme, sinon vraiment c'est coup de fringale et t'avances plus. J'ai jamais été céto-adapté comme Boris, après ça n'a jamais été vraiment mon objectif. Moi j'ai embrassé aussi la technique Sequoia santé en complément avec le sport, pour l'inclure dans un équilibre de bien-être où tu peux te faire plaisir en alimentation, faire du sport et tout en gardant un certain contrôle sur ton poids. Ouais, moi c'est un peu comme ça que je vois aussi.
Voilà, la méthode Sequoia, bon, c'est vraiment ce que je pense, hein, mais après, des fois, je me permets de faire des écarts. Quand il y a un anniversaire, ça peut m'arriver de prendre du gâteau, ou il y a des jours où je vais pas faire mon sport pour une raison ou pour une autre. Mais voilà, c'est plus en fait des lignes globales à suivre pour être bien. Mais c'est pas, je suis pas extrêmement strict, c'est pareil que toi. Quand aujourd'hui, quelqu'un avec des problèmes d'hygiène de vie vient te demander conseil, comme des patients par exemple, comme ça arrive souvent, euh, avec des problèmes de poids, souvent notamment des problèmes cardiovasculaires qui débutent, quel est le premier conseil que tu donnes, celui qui te paraît le plus important et le plus méconnu? D'arrêter les sucres lents. Ça, c'est quelque chose qui est absolument méconnu. Moi-même, en 2019, après 10 ans d'études, je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais la première chose que je leur dis, c'est parce que dans notre activité d'imagerie en médecine nucléaire, ce qu'on voit beaucoup, la moitié de notre activité, ça va être la scintigraphie myocardique. Et en scintigraphie myocardique, on va surveiller des patients qui, la plupart du temps, dans l'extrême majorité, sont diabétiques, en surpoids, hypertendus. Donc la première chose que je leur dis, c'est que pour eux, surtout quand ils sont diabétiques, les sucres lents sont du poison. Donc la première chose que je leur dis, c'est d'arrêter de façon radicale les sucres lents. Donc tout ce qui est pâtes, pain, riz, pommes de terre, de toute façon vous commencez à le savoir ce que sont les sucres lents sur cette chaîne. Et je leur explique quelle est la composition de ces aliments. Je leur dis, quand vous rentrez chez vous, vous prenez le paquet de pâtes, vous retournez derrière, vous regardez la composition et vous allez voir 70% de glucides pour prendre l'exemple des pâtes. Et je leur dis, quand vous prenez 200 grammes de pâtes, c'est-à-dire que vous vous ingurgitez 140 grammes de glucides. Donc vraiment, le premier conseil que je dis quasiment à tous ces patients-là, et on en voit 20, 25 par jour, c'est d'arrêter de manger des sucres lents. Ce que je leur dis aussi quand ils me font part de problèmes de poids et d'avoir essayé moult techniques, c'est d'essayer de sauter le petit-déj. Alors souvent on dit que c'est le repas le plus important, que c'est pas possible pour eux de l'arrêter, que c'est la douceur du lever pour bien commencer la journée. Et donc je leur dis d'essayer au moins une, deux ou trois journées par semaine de sauter le petit-déj, de prendre du café sans sucre ou du thé pour essayer de faire passer cette sensation de faim, pour permettre ainsi d'arriver à 15 heures de jeûne durant la journée. Bon Hugo, merci beaucoup pour ton témoignage. Bon, je vais te libérer pour ce soir. C'était très intéressant et puis c'était surtout intéressant de voir un peu ton retour avec ton expérience de compétiteur en cyclisme. Compétiteur amateur. Voilà, et c'est quand même assez intensif. Et c'est vrai que c'est un genre de témoignage assez rare, mais pourtant qui est quand même assez intéressant pour voir un petit peu les limites des fois auxquelles on se heurte et, euh, et pour toujours bien garder en tête vraiment cette séparation, je pense, qui est importante entre la vie réelle et la compétition sportive. Pour moi, c'est pas forcément des choses à mélanger parce que la compétition sportive, ça implique souvent de faire des choix qui peuvent être délétères. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et nous laisser un j'aime. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.